Pensez à un champ de bataille, mais où les bombes, ce sont des mots, et les cibles, mais c'est nos esprits. C'est ça le cœur de la guerre narrative, un morceau central de ce qu'on appelle les conflits hybrides modernes. Aujourd'hui, on décortique comment les histoires sont devenues des véritables armes. Cette phrase de Sun Tzu, elle a des siècles, mais elle n'a jamais été aussi pertinente. Voyez-vous, la guerre narrative d'aujourd'hui, son but n'est pas de conquérir un territoire physique, mais de conquérir les esprits. Il s'agit de prendre le contrôle de la perception même de la réalité. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par définir le concept. Ensuite, on va analyser les mécanismes et les champs de bataille. On va se pencher sur un cas bien concret, évaluer les coûts de tout ça. Et surtout, on va terminer en regardant comment on peut se protéger. C'est parti. Bon, commençons par la base. Qu'est-ce qui fait que cette guerre, sans combat, est si différente et, disons-le, si sournoise? C'est ici qu'on voit tout le changement de paradigme. On ne vise plus les ponts, les routes, les édifices, mais bien l'infrastructure de notre société. La confiance, la cohésion, notre vision commune du monde. L'objectif, c'est pas de faire sauter un pont, mais de miner les fondations mêmes de notre réalité partagée. OK, mais comment ces attaques sont-elles menées? Ce n'est pas improvisé. Derrière tout ça, il y a des doctrines, des théories bien précises, de vrais manuels d'opérations psychologiques. Allons voir ça de plus près. Le point vraiment essentiel, comme le souligne la docteure Ajit Malan, c'est que ce n'est pas juste une bataille de communication. C'est une attaque directe contre notre identité collective. L'adversaire ne cherche pas à nous faire croire un mensonge, mais à changer le sens de toutes les vérités qu'on croyait connaître. Prenez la doctrine Gerasimov, issue de la pensée stratégique russe. L'idée de base est simple. Effacer la ligne entre le temps de paix et le temps de guerre. Ça veut dire que l'information, l'économie, la culture, absolument tout devient un champ de bataille potentiel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce ratio de 4 pour 1, il est extrêmement révélateur. Ça veut dire que dans cette doctrine, la majorité de l'effort n'est pas militaire. Pour chaque action armée, il y a 4 autres actions psychologiques, médiatiques, économiques qui sont menées en parallèle pour préparer le terrain et atteindre le but visé. La stratégie chinoise des 3 guerres, de son côté, est une approche totalement intégrée. La guerre psychologique pour saper le moral, la guerre médiatique pour gagner les cœurs et les esprits, et la guerre juridique pour se donner une apparence de légitimité. C'est une offensive sur tous les fronts du sens. Bon, assez de théorie, allons voir comment ces doctrines s'appliquent sur les champs de bataille bien réels qui font la manchette ces temps-ci. Dans le conflit ukrainien, le champ de bataille numérique a été absolument crucial dès les premières heures. On voit ici une différence énorme dans la portée des récits sur TikTok, ce qui montre une offensive informationnelle qui a été à la fois intense et immédiate. Dans le conflit entre Israël et Gaza, l'argent devient littéralement une arme narrative. Ces 7,1 millions de dollars, ce ne sont pas juste des dépenses publicitaires. C'est le financement d'une campagne massive pour imposer une version bien précise des événements à l'échelle mondiale. Contrôler le récit, c'est aussi contrôler qui a le droit de le raconter. Le nombre tragiquement élevé de journalistes palestiniens tués a eu un impact direct et dévastateur sur le flux d'informations qui sortait de Gaza, créant de fait un vide informationnel. Et au-delà des humains, il y a les algorithmes. Les politiques de modération des plateformes sont tout sauf neutres. Ce chiffre, 10-50 suppressions, ça illustre un pouvoir de censure presque invisible, qui peut façonner notre perception d'un conflit en décidant ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Finalement, la compétition entre les grandes puissances est, au fond, une bataille entre 2 grandes histoires, 2 visions du monde. D'un côté, le récit de la démocratie contre l'autoritarisme. De l'autre, celui du développement pacifique et d'un destin partagé, souvent avec un fort sentiment anti-occidental en arrière-plan. Pour bien voir comment toutes ces menaces s'articulent, prenons un cas d'étude précis, la Belgique. C'est une cible stratégique en plein cœur de l'Europe et de l'OTAN. C'est vraiment ici qu'on voit la tempête parfaite. L'ingérence étrangère, au niveau macro, elle n'arrive pas dans le vide. Elle exploite un paysage politique déjà divisé au niveau méso, et cette division, elle est ensuite amplifiée en ciblant directement les individus dans leur bulle d'information au niveau micro. Chaque niveau renforce les autres, que ce soit en clonant des sites de nouvelles connus, en corrompant des élus ou en exploitant des scandales existants. Toutes ces opérations ont un seul et même but: utiliser nos propres institutions démocratiques et médiatiques contre nous pour semer le doute et la division. Et tout ça, ce n'est pas juste théorique. Cette guerre des récits, elle a des conséquences très concrètes, très mesurables sur nos sociétés. Un des plus gros impacts, et souvent l'objectif principal de ces campagnes, c'est l'érosion de la confiance envers les institutions publiques. Quand cette confiance s'effondre, c'est la capacité même d'une société à fonctionner qui est menacée.
Cette guerre des récits, elle ne détruit pas juste la confiance, elle paralyse. Ce chiffre, 11 milliards de dollars, c'est le coût d'une seule paralysie gouvernementale aux États-Unis, une conséquence directe d'une polarisation devenue si extrême que le dialogue n'est même plus possible. OK, face à cette menace, qu'est-ce qu'on fait? La dernière partie de notre analyse se concentre sur les solutions concrètes pour bâtir notre résilience, autant individuelle que collective. Adapter un processus de vérification simple comme celui-là, ça peut transformer n'importe qui, d'une victime potentielle à un acteur de la résistance informationnelle. Et la première étape, la plus simple mais aussi la plus importante, c'est juste de faire une pause avant de partager quoi que ce soit. Finalement, tout se résume à ça. Comme le dit si bien la doctoresse McEwen, la victoire n'ira pas à celui qui possède le plus de données, mais à celui qui raconte l'histoire la plus forte, la plus convaincante. La défense de nos démocraties dépend de notre capacité à comprendre, à critiquer, mais aussi à construire les récits qui vont façonner notre avenir commun. En ce moment même, il y a des millions de civils à travers le monde qui participent à une guerre mondiale. Ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas de fusil, pas de casque. Leurs armes, ben c'est juste leur téléphone, puis le champ de bataille, c'est carrément leur propre cerveau. C'est une image frappante, mais c'est vraiment la réalité pure et dure de notre époque. Les lignes de front sont plus juste géographiques, elles sont devenues cognitives. Ouais, puis c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans notre exploration d'aujourd'hui. On a devant nous un paquet de sources fascinantes. Mettons des manuels d'éducation populaire, des rapports géopolitiques, des analyses de données. Notre mission pour les personnes à l'écoute, c'est de comprendre c'est quoi au juste la guerre narrative, quels sont les enjeux pour la démocratie, puis comment on peut s'en prémunir. Absolument. Mais avant de plonger là-dedans, je pense qu'il faut faire une grosse mise au point. Ben oui, vas-y. Dans les sources qu'on examine, on aborde des conflits géopolitiques qui sont hyper sensibles, genre la guerre en Ukraine ou la situation entre Israël et Gaza. Fait que c'est crucial de préciser à notre auditoire que notre but ici, c'est pas pantoute de prendre position. On n'est pas là pour débattre de qui a tort ou raison. Exact. On adopte une posture super clinique, on regarde froidement les stratégies de communication, l'armement numérique déployé par toutes les parties, exactement comme c'est documenté par les chercheurs. C'est ça. On analyse des tactiques, pas la morale de l'histoire. Parfait. Fac, commençons par la base. La fameuse guerre narrative, c'est quoi juste? Les textes sont clairs, c'est pas juste l'ancienne propagande qui aurait mis un manteau numérique, puis c'est pas non plus juste un synonyme pour les fausses nouvelles. Non, vraiment pas. La docteure Ajit Mahan, qui est une pionnière là-dedans, a une définition super intéressante. Elle dit que la guerre narrative, c'est pas une bataille de faits, mais un assaut direct sur le sens puis sur l'identité. Sur le sens? Ouais. Genre, comment on interprète les choses, oui? Exactement. La guerre de l'information classique, c'était d'essayer de contrôler les faits bruts sur le terrain. La guerre narrative, elle vise à contrôler la signification qu'on donne à ces faits-là. Puis ça, ça exploite une grosse faille psychologique qu'on a tous, le biais narratif. Ah oui, parce que notre cerveau déteste le vide, c'est ça? Ouais. Notre cerveau gère super mal les faits isolés ou le chaos. Il y a besoin d'une bonne histoire qui donne du sens au monde, même si cette histoire-là doit tordre un peu la réalité. Mais attends, je bloque sur un truc là. Si ça s'intéresse plus vraiment aux faits, pourquoi il y a encore des fermes de trolls qui s'embêtent à créer des fausses nouvelles de toutes pièces? Pourquoi pas juste jouer sur l'émotion pure? Parce que l'émotion a besoin d'un véhicule, tu sais. Elle doit s'accrocher à notre identité. Si on arrive à lier une fausse information à l'identité profonde de quelqu'un, à ses peurs viscérales, sa fierté nationale ou ses valeurs, les faits contraires vont juste rebondir. Ah, fait que la personne va rejeter la réalité pour protéger son ego. Exact. C'est pour ça que la doctrine militaire chinoise, mettons, ce qu'ils appellent les 3 guerres, ça cible spécifiquement la psychologie des populations pour briser leur volonté de résister, puis ça bien avant qu'un seul soldat soit déployé. C'est capoté. On parle vraiment d'une évolution militaire majeure. Tu sais, on connaît tous Sun Tzu au 6e siècle avant Jésus-Christ qui disait que gagner sans combattre, c'est l'art suprême. Puis dans les années 90, on parlait de soft power, le pouvoir de séduction d'un pays. Oui, Joseph Nye avait amené ce concept-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, nos sources utilisent un autre terme, le sharp power, un pouvoir qui est tranchant, agressif. L'espace cognitif est officiellement devenu un domaine de guerre, au même titre que la Terre, l'air ou le cyberespace. La Russie a même institutionnalisé ça. Si tu regardes la doctrine de Gerasimov, leur chef d'état-major, ça établit que les règles du jeu ont changé. Il parle d'un ratio de 4 pour 1. 4 pour 1, c'est-à-dire? Ça veut dire que pour chaque action militaire conventionnelle sur le terrain, il y a 4 actions non militaires, principalement dans l'espace cognitif et informationnel. Wow! C'est comme, moi j'aime bien faire des analogies. La guerre de l'information, ça serait comme
pirater un fichier précis sur ton ordinateur, mais la guerre narrative, c'est carrément le piratage du système d'exploitation au complet. C'est la lentille à travers laquelle tu vois tout le reste. C'est une excellente analogie. Puis une fois que ton système d'exploitation est hacké, ben, tu vas traiter toutes les nouvelles données selon ces nouvelles règles-là. Fait qu'une fois la théorie comprise, comment ça se passe dans le vrai monde? Parce que les sources montrent que la planète entière est un laboratoire en ce moment. Complètement. Le laboratoire géopolitique mondial roule à plein régime. Prenons l'Ukraine puis la Russie. L'écosystème russe a carrément banni le mot guerre. Ils imposent opération militaire spéciale. Ouais, un recadrage sémantique total. Puis surtout, ils pivotent selon les années. En 2022, le récit, c'était la dénazification. Mais là, en 2024-2025, le but, c'est de créer une fatigue ukrainienne dans les pays occidentaux. Pour qu'on arrête de financer l'Ukraine, dans le fond. Exactement. Mais face à ça, la diplomatie numérique de Zelensky a dû innover. Au lieu de faire des communiqués plates, l'Ukraine a transformé ses citoyens en documentaristes de guerre. Mais avec mes applications civiles détournées, c'est ça. J'ai lu ça dans le rapport. Les gens filmaient les chars russes ou les missiles avec leur téléphone intelligent. La vie crue devenait leur bouclier narratif. Ouais, c'est une dynamique fascinante. Puis ça nous amène à un autre point majeur des sources, l'asymétrie des moyens. C'est super bien documenté dans le cas de Gaza et Israël. Oh oui, les chiffres là-dedans sont vertigineux. D'un bord, on a l'arsenal israélien avec des investissements publicitaires massifs sur YouTube puis X. Juste l'IA qu'ils utilisent, l'application Words of Iron, c'est conçu pour automatiser puis amplifier massivement les contenus pro-israéliens. C'est une vraie machine de guerre numérique, hyper bien financée. Et de l'autre bord, la résistance narrative palestinienne a des budgets publicitaires qui sont genre 100 fois moindres. 100 fois moindre? C'est énorme comme écart. Puis il y a aussi la censure des algorithmes dont parlent les sources. Les fameux bugs où le mot palestinien était littéralement traduit par terroriste sur certaines plateformes. Ouais, la censure algorithmique joue le grand rôle. Mais malgré ça, le rapport note un engagement organique naturel, gigantesque. Des millions de publications avec le mot-clé « Free Palestine ». Ce qui montre que l'humain essaie de contourner la machine. Puis cette asymétrie, on la voit aussi entre la Chine puis les États-Unis. Les États-Unis cadrent ça comme démocratie contre autoritarisme, puis la Chine pousse son concept de développement pacifique. Avec des volumes de publications qui défient l'imagination. Les prévisions estiment à plus de 2 millions, 2,16 millions pour être précis, d'instances de désinformation ciblant juste Taïwan pour 2025. Juste pour Taïwan. Mais attends, il y a l'exemple du Sahel en Afrique aussi qui n'a frappé le groupe Wagner, l'Africa Corps russe. Ils ont réussi à renverser l'opinion publique en exploitant le sentiment anticolonial. Ça a marché au point où la Russie a 84 d'opinion favorable au Mali. Oui, c'est un revirement narratif majeur. Mais là, je dois te relancer. Quand je regarde tous ces exemples-là, les millions de publicités, l'IA, les armées de robots chinois, les millions de Wagner, est-ce que cette fameuse guerre narrative, c'est pas au fond juste une bête guerre de budget final? L'engagement authentique d'un peuple a-t-il vraiment une chance face à une machine d'État riche à milliards? Bien, c'est une excellente question, puis la nuance est super importante. Oui, l'argent achète la portée, ça c'est clair. Ça paye les serveurs, les algorithmes, les faux comptes, mais l'argent n'achète pas la résonance émotionnelle. Donc, il faut que le terrain soit déjà fertile. Exact. Les campagnes russes au Sahel, elles marchent parce qu'elles n'inventent pas une colère de zéro, elles appuient sur des griefs historiques puis des frustrations anticoloniales qui sont hyper réelles. Ah, je comprends. Ils mettent juste un gros mégaphone devant une douleur existante. C'est exactement ça. Fait que l'engagement authentique a encore une chance, mais disons qu'il se bat à main nue contre une armée blindée. Ouais. Puis cette technique d'exploiter les fissures existantes, ça nous amène à un cas d'étude incroyable dans nos sources. On pense souvent que ces attaques-là, ça vise juste les superpuissances ou les zones de guerre, mais le rapport fait une analyse en profondeur d'un pays en paix, la Belgique. La Belgique, c'est le microcosme parfait et vulnérable. Tu sais, c'est le siège de l'OTAN puis de l'Union européenne, fait que c'est une cible de choix. Les analystes regardent ça sur 3 niveaux, macro, méso puis micro. Le niveau macro, c'est les grosses ingérences, c'est ça. Oui, les opérations étatiques qui viennent d'en haut. Par exemple, l'opération russe Doppelganger. Ils clonent des sites de médias ultra connus, comme Le Soir, pour injecter des fausses nouvelles qui ont l'air super légitimes. Il y a aussi les scandales de corruption avec la Chine ou le média Voice of Europe. OK, ça, c'est l'attaque frontale. Mais le niveau méso, le niveau des structures sociales, c'est là que c'est vicieux.
En Belgique, il y a le fameux clivage linguistique entre la Flandre et puis la Wallonie. C'est littéralement deux espaces informationnels étanches. Totalement étanche, ouais. Les sources disent qu'il y a un écart de confiance envers les médias de 16 points entre les deux régions. Sur des sujets comme l'immigration, c'est deux réalités complètement différentes. Puis les attaquants, eux, ils créent pas ce clivage-là, ils s'en servent. Ils capitalisent là-dessus à fond. C'est comme, reprenant une analogie, c'est comme si des attaquants trouvaient une fissure naturelle dans les fondations d'une maison. La fissure, c'est la barrière de la langue. Au lieu de dynamiter la maison, ils versent juste de l'eau dans la fissure en continu. Puis quand ça gèle, ça fait éclater les murs de l'intérieur. Exact, par la simple pression de la glace. Ils n'ont rien détruit directement, ils ont juste accéléré la destruction. C'est une super belle image pour illustrer la polarisation, puis ça nous amène directement au niveau micro, c'est-à-dire l'individu. Comment cette eau-là s'infiltre dans le cerveau du citoyen. Le rapport parle beaucoup de l'IA générative. Oh mon Dieu, l'exemple de la fausse vidéo TikTok? Ah ouais, générée par Sora 2, une vidéo hyper réaliste qui montrait une journaliste de la RTBF, le média public belge, en train de recueillir les larmes d'un agriculteur. Tout était faux. Tout était généré par ordinateur pour attiser la colère pendant les manifestations agricoles. Mais la vraie question, c'est comment ces armes invisibles-là réussissent à passer par-dessus notre esprit critique. Pourquoi on se fait avoir si facilement? Ben, il faut regarder dans la salle des machines des agences étatiques comme l'Internet Research Agency en Russie ou la 50 Cent Party en Chine. Eux, ils génèrent genre 448 millions de publications par an, puis ils utilisent l'astroturfing. Pour les gens qui nous écoutent, l'astroturfing, c'est quand on crée plein de faux comptes pour donner l'impression qu'il y a un vrai mouvement citoyen spontané. Exact, du faux gazon dans le fond. Puis pour que ça devienne viral, ils utilisent un principe psychologique redoutable, le principe PRIME. L'acronyme PRIME, P pour prestigious, R pour, prestigious, in-group, moral, puis emotional. Comment ils utilisent ça en pratique? C'est littéralement du piratage de cerveau. D'abord, ils font en sorte que le contenu ait l'air soutenu par quelqu'un de prestigieux. Ensuite, in-group, ils ciblent ton esprit tribal. Ils te disent « Hey, notre groupe est attaqué. » Fait qu'on se sent menacé. C'est ça. Après, moral, là, ils cadrent ça comme le bien absolu contre le mal absolu. Puis finalement, émotionnel, là, ils utilisent un vocabulaire qui déclenche instantanément la peur ou l'indignation. Fait que la vidéo du faux agriculteur en larmes, elle passe même pas par notre lobe frontal, là, où on est logique. Elle frappe direct dans l'amygdale. Direct dans le centre de la peur. Puis l'algorithme des réseaux sociaux adore ça. Il détecte ta réaction émotive, puis il propulse la vidéo à des millions d'autres personnes. Puis les dommages collatéraux de tout ça sur la société sont documentés dans les textes. C'est effrayant. La confiance institutionnelle est en chute libre. Aux États-Unis, seulement 22% des gens font confiance à leur gouvernement fédéral. Puis la polarisation est passée de 13 à 20% en 10 ans. Mais tu sais, le dommage n'est pas juste social, il est biologique aussi. La surcharge cognitive qu'on subit, ça fait augmenter le cortisol, l'hormone du stress, puis quelqu'un de stressé prend de mauvaises décisions. Surtout que les sources rappellent une limite biologique fondamentale qu'on appelle la loi de Miller. Notre cerveau peut juste traiter environ 7 éléments d'information en même temps. 7, pas 50. Puis les algorithmes de doom scrolling exploitent cette limite-là. Ils bombardent notre cerveau de dizaines d'informations à la minute. Notre mémoire sature, on tombe en paralysé analytique. Fait qu'on n'a plus l'énergie de vérifier si c'est vrai, puis on réagit juste avec nos préjugés. Mais là, si notre biologie est dépassée par la technologie, est-ce que ça veut dire qu'on est juste des proies par défaut dans cette ère-là? Si on fait rien, oui. Mais les manuels d'éducation populaire qu'on analyse ne s'arrêtent pas au constat d'échec. Ils proposent d'organiser la résistance. Ça commence par des stratégies individuelles. Le fameux flux de travail en 6 étapes. Je trouvais ça intéressant, mais exigeant. La première étape, c'est la pause réflexe. Juste s'empêcher de partager quand on est fâché. C'est la base. Après, c'est vérifier les sources primaires, faire des recherches d'images inversées. Ça demande une vraie discipline. C'est clair. Il y a aussi la stratégie des 3 sources qui est super recommandée pour briser les chambres d'écho. L'idée, c'est de lire une source alignée avec tes idées, une source complètement neutre, genre Reuters ou l'AFP, puis une source opposée à tes idées. Ouais, l'objectif, c'est pas de changer de camp, c'est juste d'entraîner son cerveau à trianguler l'information. Exactement. Mais bon, faut pas que tout le fardeau repose juste sur les épaules des citoyens non plus.
Heureusement. Puis il y a des bonnes nouvelles côté technologique. Le MIT a sorti une étude sur des deepfakes de Poutine, puis ça montrait que les humains ont eu seulement 8 de faux positifs. Notre radar pour détecter le faux est encore étonnamment bon. Puis au niveau législatif, l'Europe montre l'exemple avec le Digital Services Act, le DSA. Ça impose une transparence algorithmique puis des amendes massives pour les plateformes. Puis aussi la technique du pré-banking. L'inoculation préventive, c'est comme un vaccin, dans le fond. Oui. Au lieu d'essayer de démentir une fausse nouvelle après qu'elle ait fait le tour du monde, on avertit les gens avant, on leur dit « Hey, voici les tactiques de manipulation qui s'en viennent sur ce sujet-là. » C'est reconnu comme étant beaucoup plus efficace. Puis pour les modèles de résilience, ces pays nordiques se démarquent vraiment dans les rapports. C'est pas à cause de leur technologie, c'est parce qu'une confiance sociale super élevée qui des médias locaux forts. La confiance est littéralement le meilleur rempart. Mais là, il y a le paradoxe démocratique dont parlent les auteurs. En voulant réglementer ces plateformes-là pour nous protéger, est-ce que nos démocraties risquent pas de trahir leurs propres valeurs de liberté d'expression? C'est la ligne de crête. La clé, c'est de réglementer le comportement inauthentique, les réseaux de robots, puis pas le contenu des idées lui-même. Ce qui boucle bien notre analyse en profondeur. La guerre moderne, c'est plus juste une question de territoire ou d'armement. Comme disait la docteure Mahan, c'est pas ceux qui ont le plus d'informations qui vont gagner, mais ceux qui savent le mieux raconter le sens de ces informations-là. Fac, absolument. C'est la lutte pour le récit. Fait qu'on va laisser notre auditoire sur une dernière réflexion un peu provocatrice. Si l'intelligence artificielle de demain devient capable de générer simultanément l'attaque narrative parfaite puis le filtre de défense parfait, est-ce que l'avenir de la vérité va dépendre d'une guerre en des machines? Ou est-ce que ce petit doute-là, notre simple intuition humaine, va devenir notre ultime boussole? Pensez-y la prochaine fois que vous regardez votre fil d'actualité. Merci d'avoir été à l'écoute. Imaginons héberger le quartier général de l'OTAN, le siège de l'Union européenne, le cœur diplomatique de tout le continent, puis défendre tout ça avec des lois sur l'espionnage qui ont été écrites à une époque où le stylo à billes n'existait même pas encore. Ouais, c'est un point de départ qui semble presque absurde aujourd'hui, mais c'est carrément la réalité. Jusqu'en 2024, c'était exactement ça, la situation de la Belgique. Complètement. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que c'était pas juste un oubli administratif, tu sais. Non. Non, c'était vraiment le reflet d'une époque. Une époque où on pensait sincèrement que le commerce allait pacifier le monde. La menace était tout simplement pas conceptualisée de la même manière. OK, on va décortiquer tout ça, parce que dans notre exploration en profondeur aujourd'hui, on se penche sur une montagne de documents assez intense. Ouais. Des évaluations géopolitiques récentes, la vision stratégique de la défense belge pour 2035. Puis surtout les rapports déclassifiés de la VSEE, donc la Sûreté de l'État belge. Notre mission pour cette analyse, c'est de comprendre comment la Belgique, ce fameux pays du compromis, est devenu l'épicentre d'une guerre mondiale fantôme. Et on s'entend que le mot « guerre » ici, c'est pas exagéré du tout, même si on voit pas de chars d'assaut dans les rues de Bruxelles en ce moment. Exact. Fait que c'est quoi le cœur du problème, Evelyne? Le concept clé, c'est l'effacement des lignes. Historiquement, un conflit, c'était binaire. T'sais, déclaration de guerre, on s'affronte, traité de paix. Une belle ligne claire. C'est ça. Mais aujourd'hui, les adversaires opèrent spécifiquement dans ce qu'on appelle la zone grise. Donc, juste sous le seuil de l'acte de guerre officiel. Exactement. On exploite les asymétries juridiques, économiques, technologiques et l'ouverture extrême de la Belgique, ce qui a fait sa richesse depuis des décennies, ça a été retourné contre elle. C'est devenu un laboratoire de vulnérabilité. Puis c'est là qu'on doit regarder les chiffres parce qu'ils donnent vraiment le vertige. Ah oui, c'est massif. Bruxelles, c'est un écosystème avec environ 26 000 diplomates puis à peu près 25 000 lobbyistes. C'est du monde à miss, là. Oui, c'est une plaque tournante mondiale. Puis parmi tout ce beau monde-là, on avait ce fameux trou béant juridique dont on parlait. Mais attends une minute. On a traversé toute la guerre froide. Comment un pays peut fonctionner pendant un siècle avec des lois qui disent, en gros, que l'espionnage, c'est un crime juste en temps de guerre? Pour les services étrangers, en temps de paix, à moins qu'un espion commette un vol physique tangible... Genre voler une clé USB ou de l'argent? Voilà, s'il n'y avait pas d'argent tracé ou de vol physique, il n'y avait pas de crime d'espionnage en soi. Fait que, mettons, un agent infiltré faisait juste lire des documents classifiés par-dessus l'épaule de quelqu'un. Ouais. Ou il mémorisait des failles de sécurité sans rien voler physiquement. La justice belge ne pouvait pas l'inculper pour espionnage. En gros, non.
il fallait que les procureurs trouvent une autre infraction pénale pour l'arrêter et les adversaires, ils comprenaient parfaitement cette faille-là. C'est capoté. As-tu un exemple concret qu'on a vu dans les rapports? Oui, prenons l'ambassade de Russie à Uccle, en banlieue de Bruxelles. Les rapports de renseignement montraient que c'était une véritable forteresse. C'est ça, avec plein d'antennes sur le toit, c'est ça? Exact, des dizaines d'antennes. C'est un centre majeur de communication pour les services russes, le SVR puis le GRU. Avant la guerre en Ukraine, il y avait environ 220 employés là-bas. 220? Oui. Et la Sûreté de l'État savait que beaucoup de ces gens-là étaient des officiers de renseignement sous couverture diplomatique. Mais ils faisaient rien? Le cadre légal puis la volonté politique de ne pas froisser un partenaire commercial majeur, ça freinait toutes les actions directes. Fait qu'il a fallu attendre carrément l'invasion de l'Ukraine en 2022 pour que la Belgique finisse par expulser, je pense que c'est 21 de ses diplomates d'un coup. C'est exactement ça. Mais quand on y pense, Bruxelles, c'est le cerveau diplomatique. Si le cerveau est compromis par des lois archaïques, le corps physique du pays doit l'être tout autant, non? Absolument, puis c'est là que les menaces deviennent vraiment tangibles. On a mis des infrastructures critiques sur la ligne de front sans s'en rendre compte. Comme les ports, mettons. Ouais, le meilleur exemple, c'est le port d'Anvers-Bruges. On parle du deuxième plus grand port d'Europe. C'est plus de 266 millions de tonnes de marchandises par année. C'est immense! C'est pas juste un endroit où on débarque des conteneurs, tu sais. C'est un goulot d'étranglement logistique et énergétique pour tout le continent européen. Et nos sources rapportent d'ailleurs des incidents très spécifiques là-bas, survenus en novembre 2025. Ouais, les fameux survols. Des vagues de survols de drones pas identifiés. Puis pas juste au-dessus du port, mais aussi au-dessus des bases aériennes militaires, Klein-Brogel puis Florence. Et ça, c'est pas juste du repérage d'amateurs qui font voler un jouet le dimanche. Hein? Non, c'est clair. Puis la réaction du gouvernement a été assez drastique, on va se le dire. Ils ont carrément annoncé l'installation d'un système NASAMS directement dans le port. Ouais, c'est majeur comme décision. Juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, un NASAMS, c'est un système de missiles solaires à moyenne portée. C'est le même genre d'équipement qui sert à défendre l'espace aérien de Washington. Fait qu'on est rendu à déployer des missiles antiaériens au milieu des grues puis des conteneurs commerciaux. C'est surréaliste. Ça illustre parfaitement la militarisation de l'espace civil. Mais la vulnérabilité physique s'arrête pas aux drones. Quoi d'autre? Face à ces menaces-là, l'Union européenne a poussé la loi SER fin 2025 en Belgique. La loi sur la résilience des entités critiques. Exact. Le but, c'est d'obliger les secteurs vitaux, genre l'eau, l'énergie, les transports, à auditer leurs failles physiques puis à ériger des défenses concrètes. C'est bien beau se mettre des clôtures plus hautes puis les caméras thermiques, là. Mais mettons que je suis un attaquant étatique, là. Je veux pas aller escalader une clôture en pleine nuit. Non, tu vas frapper où ça fait vraiment mal, de façon invisible. C'est ça. Le détail dans nos notes qui m'a vraiment frappé, 99 % du trafic de données intercontinentales passe par des câbles sous-marins. Oui. Puis il y en a plein de ces câbles-là dans la mer du Nord, juste à côté. Un chalutier russe ou un navire océanographique qui traîne dans le coin, il laisse tomber son ancre au mauvais endroit, puis oups, une section complète de l'économie est dans le noir. C'est ce qu'on appelle la tactique du déni plausible. On a déjà vu des navires russes comme l'amiral Vladimirsky qui cartographiaient ces câbles-là. Mais si on touche la logique plus loin, l'infrastructure physique est presque secondaire aujourd'hui. Comment ça? Pourquoi tu risquerais un incident diplomatique militaire en coupant un câble quand tu peux carrément prendre le contrôle de l'économie de l'intérieur en toute légalité? Ah, tu parles de l'approche de Chine. Exactement. C'est fou parce que, contrairement à la Russie, qui cherche souvent la perturbation brute, la Chine, elle, a l'air d'arriver avec des chéquiers puis une patience infinie. Une patience stratégique, ouais. On aborde d'ailleurs un concept fascinant dans nos documents, la technique des sociétés miroirs. C'est quoi exactement le mécanisme de cette bébelle-là? C'est redoutablement efficace. Mettons une entreprise d'État chinoise approche une entreprise technologique belge super innovante. Genre dans l'aérospatial ou un truc du genre? Oui, ou la photonique. Ils proposent un partenariat, une joint venture hyper lucrative. Ils injectent beaucoup de capitaux. Puis en échange, ils ont accès à la technologie. En toute légalité, par le biais du contrat de partenariat. Puis ensuite, c'est là que le miroir embarque. Ils créent une société miroir en Chine, souvent à Shenzhen. Pour faire quoi? Ils reproduisent la technologie exacte. Ils utilisent les subventions massives de l'État chinois pour la produire à une échelle gigantesque. Puis après, ils reviennent sur le marché européen, vendent le même produit, mais à une fraction du prix. Fait qu'ils écrasent l'entreprise belge d'origine. C'est ça. C'est du vampirisme économique pur et simple, financé par un État.
Ils achètent la paille, boivent ton milkshake, puis te revendent le verre vide. C'est une super bonne analogie. Puis tu sais, on parle pas juste de petites start-up technologiques. Non, ça touche aussi les grosses infrastructures. Ouais, l'entreprise d'État chinoise Costco a littéralement acheté 85 du terminal à containers de Zeebrugge. 85 Ben voyons, quand tu possèdes 85 de la bâtisse, t'as pas besoin d'envoyer des espions, t'as les clés de la porte d'en avant. Et à ça, il faut ajouter l'ingérence politique. Les sources mentionnent l'affaire Frank Krayelman. L'ancien politicien belge, Oui, mais il aurait été approché par le MSS, le ministère de la Sécurité de l'État chinois, Oui. puis le but, c'était pas de voler des secrets militaires, c'était quoi alors? manipuler le narratif. C'était un effort sur le long terme pour influencer les débats internes européens. Ah, genre créer des divisions sur la répression à Hong Kong ou les relations avec les États-Unis. Exactement, diviser pour régner. D'ailleurs, il y a un fait dans les rapports de la Sûreté de l'État qui m'a vraiment fait faire le saut, même si, au fond, c'est tragique, là. Le piratage de la VSSBE. Oui, Entre 2021 puis 2023, le réseau externe de courriel de la VSSBE, le propre service de renseignement belge, ont été piratés. c'est l'ironie ultime. Un groupe affilié à la Chine, le groupe UNC 8081, a eu accès à environ 10 de leur communication non classifiée pendant presque 2 ans. Et la citation d'un des agents dans le rapport est parfaite. Oui, il a dit « Nous pensions avoir acheté un gilet pare-balles pour découvrir qu'il était troué. » Ça frappe dans le mille. Mais ça illustre bien la complexité de la cyberdéfense. Même les agences de protection utilisent des logiciels commerciaux, puis ces logiciels-là ont des failles de type Zero Day. Des failles que les compagnies elles-mêmes connaissent pas encore. C'est ça. Puis les hackers commandités par des États les trouvent en premier et les exploitent. OK, on a beaucoup parlé de la Chine qui vole des brevets puis qui achète des ports. J'aimerais qu'on vienne à la Russie, parce que si la Chine veut nos technologies, la Russie, elle, elle veut notre tête. C'est une guerre complètement différente, oui. On fait face à une vraie guerre cognitive. Puis l'utilisation de l'intelligence artificielle là-dedans, c'est effrayant. Comment on pirate la réalité avec l'IA? C'est là qu'intervient l'opération Portal Combat. C'est un mécanisme de désinformation russe qui a beaucoup évolué. Avant, utiliser juste des fermes de trolls humains, non? Oui, des vraies personnes qui argumentaient sur les réseaux sociaux. Mais c'était lent, ça prenait des ressources. Maintenant, ils ont créé un réseau automatisé de faux médias d'information locaux. Fait qu'ils génèrent ça avec l'IA? Oui, en 2025, ils ont généré plus de 3,4 millions d'articles via l'intelligence artificielle. Mais le vrai piratage, c'est pas juste le volume, c'est l'empoisonnement des données. Attends, c'est quoi exactement l'empoisonnement des données? Bien, pense à comment fonctionnent les grands modèles de langage, comme ceux derrière ChatGPT ou les autres. Ils apprennent en lisant absolument tout ce qui se trouve sur Internet. OK, ils aspirent le web? Exact. Sauf que ces IA-là, elles n'ont pas de boussole morale. Elles n'ont pas le concept philosophique de la vérité. Elles fonctionnent par pure probabilité statistique. Ah, je vois où tu t'en vas. Fait que si tu inondes le web avec, mettons, 3 millions d'articles qui affirment qu'une certaine élection a été truquée ou qu'une politique européenne aggrave délibérément l'inflation, L'algorithme scanne ça puis se dit « Wow, il y a tellement de sources qui disent ça, ça doit être le consensus factuel. c'est en plein ça. La conséquence, c'est que quand un citoyen belge pose une question super neutre à son IA, la machine lui recrache la propagande du Kremlin, convaincu que c'est une réalité objective. » C'est complètement fou. Ils utilisent la nature même de nos outils pour nous manipuler. Puis en plus, ils sont chirurgicaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, dans les rapports, on voit qu'ils prennent les fractures qui existent déjà dans la société. Ils n'inventent rien de nouveau. C'est vrai. Le rapport pointe du doigt des initiatives comme la Russosphère, qui est gérée depuis la Belgique par un certain Luc Michel. Et là, on fait une petite pause pour bien préciser à ceux qui nous écoutent. Notre but, c'est absolument pas de faire le procès de telle ou telle idée politique. Non, on rapporte strictement ce que la justice et la sûreté de l'État analysent dans les documents. Exact. On reste totalement neutre là-dessus. Fait que ce réseau-là, il exploite les tensions locales, la crise climatique, le coût de la vie, les clivages linguistiques en Belgique. Tout est bon pour jeter de l'huile sur le feu. La polarisation, c'est ça leur vraie arme. Parce que si on chicane entre nous, on regarde pas ce qu'ils font. Exactement. Si la population de l'adversaire se déchire sur des enjeux internes, le gouvernement est paralysé. Il ne peut plus agir sur la scène internationale de façon cohérente. Bon, là, avec tout ça, les drones, les câbles sous-marins,
L'IA empoisonnée, les ports rachetés. J'ai l'impression qu'on dresse le portrait d'une victime qui se laisse faire. Est-ce que la Belgique a fini par se réveiller à un moment donné? Oui, le sursaut a bien eu lieu, heureusement. Institutionnellement, la Belgique a publié sa première stratégie de sécurité nationale en 2021. OK, un premier pas. Puis en 2022, ils ont mis sur pied un Cyber Command militaire, donc une force vraiment dédiée aux opérations dans le cyberespace. Puis l'argent suit. Oui, sur le plan budgétaire, c'est historique et vise à pousser les dépenses de la défense à 2,5 voire 3 du PIB d'ici 2035. On parle d'achats massifs de F-35 puis de technologie de pointe. Ouais, mais attends un peu. Des avions de chasse, c'est bien beau, mais on vient de passer 15 minutes à dire que la guerre est économique puis cybernétique. Un F-35, ça t'aide pas bien quand une compagnie étrangère achète ton réseau électrique. Tu as tout à fait raison. Puis c'est pour ça que la mesure la plus importante, c'est sans doute le mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, les fameux IDE. Ah, ça m'intéresse. Ça a été lancé en juillet 2023. Désormais, il y a un comité fédéral qui scrute à la loupe toutes les acquisitions d'infrastructures sensibles. Genre les bases de données de santé ou l'IA? Exact. Et il y a une statistique dans les rapports de la première année qui est vraiment venue détruire un gros préjugé. Lequel? Qu'on pensait que ça visait juste la Chine puis la Russie. Exactement ça. Sur les 68 dossiers d'investissement qui ont nécessité une notification formelle la première année, 43 provenaient des États-Unis. Ah ouais? Oui, seulement une petite fraction venait de Chine au final. Fait que l'allié géopolitique n'a pas de passe-droit non plus. On protège la donnée puis la souveraineté de tout le monde, point final. C'est ça l'idée. Puis s'ils essaient de contourner le mécanisme, les amendes sont extrêmement dissuasives. On parle de combien? Ça peut aller jusqu'à 30 de la valeur totale de la transaction si un acheteur ne déclare pas son investissement dans un secteur critique. Bon, ça, c'est sur papier. Mais, et c'est là que j'ai mis un gros bémol en lisant nos sources, les lois, c'est comme des freins sur un char. OK? Ben oui, si t'as pas de mécanicien pour les entretenir ou si les freins sont jammés, tu vas foncer dans le mur pareil. Le gros talon d'Achille de la Belgique, selon moi, c'est la lenteur de sa justice. Oui, c'est un point crucial des rapports. Prenons le fameux Qatar-Gata de 2022. La police saisit 1,5 million d'euros en cash, direct dans des valises, liés à des soupçons de corruption au cœur du Parlement européen. C'est littéralement un scénario de Netflix. Totalement. Puis en 2025, on a eu l'inculpation de l'ancien commissaire européen Didier Reynders pour des histoires de blanchiment. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement après ces perquisitions super spectaculaires? C'est là le nœud du problème de la réponse démocratique. Les documents soulignent l'extrême lenteur puis le sous-financement chronique de l'appareil judiciaire belge. Fait que le Katagata, on en est où, là? Mais justement, 4 ans après les arrestations, aucun procès sur le fond a commencé. 4 ans, wow! Mais pourquoi ces silences? C'est le système qui est brisé. C'est la nature même de l'état de droit face à la guerre hybride. Il y a une asymétrie de vitesse qui est fatale. Comment ça, une asymétrie? Pensez. Un service de renseignement étranger, ça peut créer un réseau de sociétés écran au Panama en 3 secondes. Ça peut lancer une campagne de propagande par IA en 2 minutes. Pendant que la justice, elle... La justice démocratique doit respecter des procédures. Faut lever des immunités diplomatiques, traduire des milliers de pages de commissions rogatoires, respecter les droits de la défense. Fait que la procédure avance à la vitesse d'un escargot pendant que la menace roule en Formule 1. C'est exactement ça. Et ça nous amène à un autre dossier qui traîne, une situation d'otage financier dont on doit absolument parler. Ah, Euroclear, le fameux nœud gordien de l'économie européenne. Oui. Moi, j'ai toujours assumé que l'argent des banques centrales, ça restait bien sagement dans les coffres de leur propre pays. Pourquoi une entreprise basée en Belgique se retrouve à gérer 185 milliards d'euros d'actifs gelés de la Banque centrale russe? Bien, pour comprendre Euroclear, il faut comprendre la plomberie du système financier mondial. OK, je t'écoute. Euroclear, c'est pas une banque de détail où tu vas ouvrir un compte. C'est une chambre de compensation. Quand des milliards d'euros d'actions changent de main dans le monde, l'argent physique ne voyage pas en bateau. Non, ce serait un peu compliqué. Tout passe par des registres centralisés pour s'assurer que l'acheteur a bien l'argent puis que le vendeur a bien le titre. Euroclear, c'est ce registre central-là. C'est la voûte. OK, chez-y. Fait que si je fais une analogie, mettons que Euroclear, c'est le gérant neutre d'une grosse chambre forte de haute sécurité. OK. La mafia russe a déposé des milliards en toute légalité à des années. Puis soudainement, la mafia envahit le quartier. Puis la police, l'Occident arrive, met un fusil sur la tempe du gérant puis lui dit «
Gèle cet argent-là, puis donne-le-nous pour reconstruire le magasin que la mafia vient de brûler. C'est une image assez crue, mais c'est vraiment l'essence du dilemme. La Belgique est coincée. D'un côté, il y a ses alliés occidentaux qui veulent utiliser cet argent pour aider l'Ukraine. Puis de l'autre, De l'autre, il y a la protection de son intégrité financière. Si Euroclear cède ces fonds-là, ça crée un précédent juridique mondial énorme. parce que les autres pays vont prendre part. Exact. La Chine, l'Inde ou l'Arabie saoudite pourraient se dire « Oups, nos actifs sont plus en sécurité en Occident s'il y a un conflit politique, on retire notre argent. C'est carrément la réputation de neutralité financière de l'Europe qui est en jeu. » C'est ça. Puis la Russie, j'imagine qu'elle reste pas les bras croisés pendant ce temps-là? Vraiment pas. Ils ont promis des représailles asymétriques massives. On parle de poursuites judiciaires interminables, de cyberattaques contre les infrastructures financières belges pour créer des pannes. Ça fait peur. Puis nos sources mentionnent même que le renseignement russe a proféré des menaces très directes, ciblant personnellement l'intégrité physique de la directrice d'Euroclear. On est carrément passé de la haute finance internationale à des menaces de type crime organisé contre des dirigeants civils. Ouais. Si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, le portrait est franchement saisissant. C'est un changement d'époque. On assiste en direct à la mort d'une illusion. Le modèle de la grande maison ouverte des années 90 où tout le monde était invité, c'est terminé. Bel et bien terminé. On voit la militarisation des ports, de nos données personnelles, de nos algorithmes de recherche, puis de nos chambres de compensation. Puis pour un État fédéral complexe comme la Belgique, patcher toutes ces failles-là en même temps, c'est un travail titanesque. Et le point vraiment essentiel ici pour clore notre analyse, c'est que la vulnérabilité belge, c'est pas une exception locale. Non. Non. La Belgique, avec son ouverture économique, ses vieilles lois puis sa lenteur judiciaire, c'est tout simplement le laboratoire à ciel ouvert des vulnérabilités de toutes les démocraties libérales. Ce qui arrive à Bruxelles, c'est ce qui teste nos propres limites partout en Occident. Exactement. Et ça soulève une réflexion cruciale pour nous tous, à une époque où nos compteurs intelligents, nos chaînes d'approvisionnement, puis les algorithmes de nos enfants sont militarisés. C'est quoi la question qui tue? Est-ce que c'est encore possible pour un pays de maintenir une économie véritablement mondialisée, neutre et ouverte, ou est-ce qu'on est inéluctablement en train de glisser vers un monde fragmenté? Un monde où on devra tous vivre dans des forteresses techno-économiques en se méfiant de tout ce qui vient de l'extérieur. C'est le destin même de la mondialisation qui se joue dans ces zones grises-là, en perdre nos repères. C'est très clair. Merci d'avoir plongé là-dedans avec nous. La guerre et la paix ne sont plus deux états distincts, c'est un seul et même brouillard permanent. Restez vigilants. Si on demandait à n'importe qui d'identifier la ligne de front du prochain grand conflit mondial, la réponse évidente, ce serait l'Europe de l'Est, ou peut-être la mer de Chine méridionale. Ouais, c'est l'image classique qu'on a en tête. Exactement. On imaginerait des porte-avions, des tranchées, des mouvements de troupes. Il y a très peu de chances que l'image qui vienne en tête, genre ce soit celle d'un immeuble de bureau tout à fait ordinaire en plein cœur de Bruxelles. Non, c'est sûr. C'est beaucoup moins cinématographique. Tellement. Et pourtant, en ce moment même, c'est précisément là que se déroule une véritable guerre fantôme. Aujourd'hui, on plonge dans une montagne de rapports de renseignements, d'analyses géopolitiques et de notes de politique générale. L'objectif de cette exploration en profondeur, c'est de comprendre comment un pays navigue dans la guerre hybride. Et la Belgique est vraiment le cas d'école parfait pour ça. Mais ça, et pour vraiment saisir l'ampleur de la chose, il faut analyser la situation à travers 3 lunettes. Le niveau macro de l'État, le niveau méso des institutions et le niveau micro, celui des citoyens et des PME. Bon, décortiquons tout ça. Pour commencer, qu'est-ce qu'on regarde exactement quand on parle d'une menace qui déclenche aucune sirène d'alarme? Bien, le concept central ici, c'est le flou intentionnel. La guerre hybride, par définition, c'est l'art d'opérer délibérément juste sous le seuil critique. Le seuil qui déclencherait un conflit armé classique ou une réponse militaire de l'OTAN. Fait que le but, c'est de jamais franchir la ligne officielle. Exactement. Le but absolu est de brouiller les frontières entre la paix et la guerre. On a souvent tendance à réduire ça à des attaques informatiques menées depuis un sous-sol, mais c'est une grosse erreur. C'est un spectre d'agression complet. Ça va jusqu'où, Jean?
Ça va du sabotage physique d'un câble sous-marin jusqu'à la manipulation psychologique de masse. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la Belgique est devenue le laboratoire de défense européen par excellence. Oui, parce que, tu sais, la Belgique, on voit ça comme le pays du compromis, un médiateur diplomatique placide. Tout à fait. Mais sur le terrain de l'ombre, en raison de sa position géographique et institutionnelle, c'est l'épicentre absolu de cette conflictualité. Ce qui nous amène direct à la première dimension, le niveau macro. En lisant les sources, l'exceptionnalisme belge saute aux yeux. On comprend vite que c'est pas le territoire physique qui intéresse les attaquants. Non, c'est vraiment ce qu'il y a sur le territoire. Le siège de l'OTAN, le cœur de l'Union européenne, un maillage logistique gigantesque avec les ports d'Anvers et de Bruges. Mais l'élément qui m'a vraiment fait sursauter dans les rapports, c'est la mention de la société Euroclear. C'est basé à Bruxelles, puis c'est une sorte de gigantesque chambre de compensation financière. Oui, Euroclear, c'est névralgique. Ce sont littéralement les rouages invisibles de la finance mondiale. Puis le détail crucial, c'est qu'ils détiennent les immenses avoirs russes qui ont été gelés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Les documents disent qu'à la fin de 2025, ça a valu à la Belgique des menaces directes du SVR, le renseignement russe. Faut s'imaginer l'ampleur. Euroclear gère des milliers de milliards d'euros. Et avec les sanctions, près de 200 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale russe sont restés bloqués là. C'est des sommes astronomiques. Absolument. Fait que le SVR ne menace pas la Belgique juste pour le plaisir. C'est une coercition stratégique pour empêcher l'Europe d'utiliser les intérêts de cet argent pour financer l'Ukraine. OK, je vois. Si je comprends bien, la Belgique est comme le système nerveux central de l'Europe. Toucher un nerf à Bruxelles, ça fait sursauter tout le continent. Mais comment ils en sont arrivés là? Pour ça, il faut remonter dans le temps. Les travaux du professeur Eric Koulseyet, qui sont partout dans notre pile de documents, expliquent très bien cette évolution de la souveraineté belge. Ouais, sa perspective historique aide vraiment à donner du sens. En gros, au 19e siècle, ils ont abandonné leur souveraineté économique absolue pour le libre-échange. C'était leur survie. C'est ça. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait pareil sur le plan politique. Ils ont cédé des parts de souveraineté à l'ONU, l'UE, l'OTAN. C'est ironique, non? L'abandon de la souveraineté absolue, c'est la seule façon pour un petit pays de survivre. Je nuancerais ça. Ce n'était pas juste un bouclier, c'était un pari calculé qui a modifié l'ADN de l'État. Mais paradoxalement, ça leur a peint une cible géante sur le dos. Ah, parce qu'ils sont devenus indispensables. Exactement. C'est pour ça que les puissances révisionnistes les ciblent. La Russie ou la Chine s'en fichent d'envoyer des chars à Bruxelles. Leur but, c'est de paralyser ce système nerveux. Et ils ont des méthodes différentes selon les sources, non? Oui. La Chine privilégie l'espionnage technologique lent pour garantir une suprématie à long terme. La Russie, elle, cherche la déstabilisation systémique immédiate. Fait que l'État belge a dû réagir. J'ai vu leur stratégie de sécurité nationale de 2021. Ils ont activé un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers. Le fameux filtrage des IBE, oui. C'est très important. Dès qu'une entité hors rue veut acheter entre 10 et 25 % d'une entreprise stratégique, l'État peut bloquer ça. Juste 10 %. Oui, c'est pas beaucoup. Pas besoin d'avoir 51 % pour faire des dégâts. À 15 % on obtient des sièges au CA, on accède à la propriété intellectuelle, le nouveau cadre permet d'analyser l'origine des fonds et de bloquer si nécessaire. Sauf que, tu sais, l'État a beau construire des murs législatifs, ça sert à rien si des drones survolent des sites critiques. Ce qui nous amène au niveau méso, les institutions. C'est là que la stratégie étatique se fracasse sur la réalité du terrain. Les infrastructures critiques encaissent les coûts tous les jours. Les sources parlent de dizaines d'incursions de drones à l'automne 2025, au-dessus des centrales nucléaires et des bases militaires, genre Klein-Brogel, touché. Les rapports mentionnent beaucoup le groupe activiste pro-russe No Name 05560. Ils font surtout des attaques DDoS. C'est leur spécialité, oui. Juste pour clarifier, pour ceux qui écoutent, comment ça marche techniquement pour faire tomber un site de ministère avec un DDoS? Imagine une boulangerie de quartier. En temps normal, 20 clients entrent, achètent du pain, ressortent. Tout va bien. OK. Une attaque DDoS, c'est comme si 10 000 personnes entraient en même temps juste pour bloquer le passage, sans rien acheter. Le système s'effondre. Les vrais clients peuvent plus rentrer. Exact. Ils utilisent des réseaux d'ordinateurs infectés dans le monde pour envoyer des millions de fausses requêtes. C'est de la force brute. C'est redoutable, mais il y a pire. L'affaire Aska, détaillée dans les documents, ça, c'est terrifiant.
C'est une entreprise belge qui fait des pièces pour les avions de chasse F-35. Oui, un joyau de l'aérospatial. Et un rançongiciel a pénétré leur réseau. L'effet domino est fou. Le virus n'a pas juste bloqué la Belgique. Leurs usines en Chine, en Roumanie, tout a été contaminé. Les machines étaient à l'arrêt, la paix était gelée. C'est ça l'hygiène cybermoderne. Près de 90 du personnel a été mis à pied temporairement pendant des semaines. C'est une paralysie mondiale depuis un seul serveur belge. Fait que comment les institutions ripostent face à ça? La Belgique a intégré des lois européennes sévères comme NS2 et la loi CERR pour la résilience, mais c'est surtout le Centre pour la cybersécurité belgique, le CCB, qui agit sur le terrain. Ouais, ils ont un bouton d'urgence, le Red Button. Le nom fait vraiment film hollywoodien. J'imagine qu'il n'y a pas un gars à Bruxelles qui tape sur un gros bouton rouge en plastique. Non, malheureusement, pour le côté dramatique, c'est un protocole technique appelé le blackhauling. OK, ça marche comment, en gros? Dès qu'une attaque massive est détectée, le réseau détourne instantanément le trafic malveillant vers un trou noir virtuel où il est détruit. Et ça laisse passer les vrais clients de notre boulangerie tantôt. Ah, brillant! Et ils ont aussi envoyé plus de 32 000 avertissements ciblés, les Spear Warnings. Exact. Ils scannent le réseau et, s'ils voient une faille dans un hôpital, ils alertent les informaticiens de l'hôpital direct avant que les pirates attaquent. Attendez, il y a un truc qui cloche. On connaît tous la complexité de la lasagne institutionnelle belge. Fédérale, régionale, communautaire. C'est un vrai casse-tête, oui. Comment un pays aussi divisé politiquement peut coordonner une réponse rapide? Les cyberattaques s'en foutent des frontières des ministères. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est indéniablement leur grand talon d'Achille. Les attaquants exploitent ces zones de chevauchement. Mais les militaires belges s'inspirent maintenant de la défense totale des pays nordiques. La Total Defense, c'est quoi, on transforme les citoyens en soldats? Pas du tout. C'est une coopération civilo-militaire permanente. L'État seul ne peut pas protéger chaque oléoduc ou chaque serveur privé. Le secteur privé doit devenir un rempart. Fait que l'État et les entreprises se parlent en continu. Mais c'est là qu'on arrive au niveau micro. La porte d'en arrière, les PME et les citoyens. Si cette porte est ouverte, toutes les grandes stratégies tombent à l'eau. Les chiffres donnent des frissons. 95 des grandes entreprises sont super numérisées contre seulement 34 des PME. C'est un gouffre. Un gouffre que les cybercriminels adorent. Pourquoi attaquer une banque super protégée quand tu peux infiltrer son petit comptable de banlieue? C'est l'attaque par la chaîne d'approvisionnement. Fait que la PME devient un cheval de Troie. Et les conséquences pour ces petites entreprises, ça coûte entre 180 000 et un demi-million d'euros pour réparer ça. Et malheureusement, 60 des PME victimes font faillite dans les 6 mois. C'est une hémorragie silencieuse. Mais il y a un autre aspect au niveau micro, la guerre cognitive, la manipulation d'informations, le FIMI. C'est la menace directe sur le cerveau des citoyens. Les tactiques ont beaucoup évolué. Fini les usines à trolls évidentes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les documents parlent de proxy, d'agents jetables recrutés en ligne. C'est la technique du déni plausible. Des agences étrangères payent des citoyens ordinaires, souvent à leur insu, pour amplifier des messages polarisants. L'ironie troublante, c'est qu'ils inventent même pas de fausses histoires. Ils scannent ce qui fâche déjà les gens. La situation à Gaza, les manifs d'agriculteurs, l'immigration. Ils ne prennent pas parti. Ils injectent juste du poison dans des fractures qui existent déjà pour saper la confiance dans la démocratie. C'est pervers. L'arme principale, c'est plus un missile, c'est un citoyen en colère derrière son clavier. C'est l'essence même de la menace hybride. Le but, c'est le centre de gravité morale d'une nation. Si les gens ne croient plus au gouvernement, l'État tombe sans qu'un coup de feu soit tiré. D'où l'importance de l'hygiène cyber de base. J'ai lu qu'ils ont le cadre Siphon pour aider les PME. Oui, c'est l'approche de la société tout entière, de la stratégie nationale jusqu'au mot de passe du citoyen. Fait que la sécurité nationale, c'est rendu l'affaire de tous. Ça se joue dans nos courriels et sur nos réseaux sociaux. Absolument. Et cette analyse soulève une question cruciale pour l'avenir. Les sources mentionnent le changement climatique comme un multiplicateur de menaces. Mais, ah oui, comme les inondations de 2021 en Belgique, l'infrastructure physique était à terre. Exactement. Imaginons un avenir proche où une crise climatique extrême frappe et simultanément une campagne de deepfakes générée par l'IA cible les secours en ligne. Oh, wow! Quand la réalité physique s'effondre à cause de la nature et que la réalité numérique est altérée par des puissances étrangères. C'est ça. Des fausses vidéos ultra réalistes qui envoient les secours au mauvais endroit,
Comment une démocratie peut maintenir la vérité et sauver des vies dans ce chaos? C'est le défi ultime de la guerre hybride de demain. C'est une réflexion qui donne le vertige et ça prouve que la sécurité nationale, c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Merci d'avoir décortiqué ça avec moi, c'est fascinant. Gardez l'œil ouvert tout le monde et cultivez votre esprit critique face à l'actualité. Fin de cette exploration en profondeur, on se retrouve très bientôt. Bienvenue à The Debate. Notre émission propose une analyse croisée et vraiment rigoureuse des dynamiques géopolitiques complexes qu'on retrouve dans notre matériel source. Mettons qu'on pense à la puissance géopolitique historique. Souvent, la première image qui nous vient en tête, c'est celle d'une forteresse. Au Moyen Âge, la logique pour protéger ses acquis était simple. On érigeait des murs de pierre impénétrables, on creusait des douves, on relevait le pont. Bref, on fermait les portes pour garder le monde extérieur à distance. Oui, exactement. Et c'était, à l'époque, la définition même de la sécurité. L'isolement physique fonctionnait comme la garantie ultime de la souveraineté d'un territoire. C'est ça. Mais aujourd'hui, si on s'arrête pour observer un pays comme la Belgique, on réalise qu'elle a construit son propre château d'une manière diamétralement opposée. Au lieu de creuser des douves, elle a littéralement invité le monde entier à l'intérieur de ses murs. Présentement, on traverse une période de transition majeure. On quitte un monde unipolaire avec des règles relativement prévisibles pour entrer dans un monde multipolaire hautement fragmenté. Hautement imprévisible aussi? Totalement imprévisible. Et dans ce contexte, la Belgique occupe une place fascinante. Elle héberge l'Union européenne, l'OTAN et toute l'infrastructure financière névralgique comme SWIFT et Euroclear. Elle est au fond devenue le véritable centre de commandement du monde occidental. Un centre de commandement, oui. Mais un centre qui a replacé la robustesse des murs de pierre par une toile de serveurs numériques et de câbles sous-marins, c'est beaucoup plus fragile. Ce qui nous amène directement à la question centrale de notre analyse d'aujourd'hui, issue de notre matériel source. Cette concentration massive de pouvoirs institutionnels et d'infrastructures critiques, est-ce que ça fait de la Belgique une puissance stratégique incontournable qui compense largement sa petite taille géographique? Ou au contraire, est-ce que cette hyper-intégration l'a transformé en un gigantesque paratonnerre? Un paratonnerre extrêmement vulnérable, oui. Exactement. La rendant structurellement vulnérable aux nouvelles formes de guerre, qu'elles soient hybrides, économiques ou numériques. En tant que défenseur de l'intégration, je soutiens la position selon laquelle cette centralité est le plus grand multiplicateur de puissance de la Belgique. C'est un levier diplomatique, économique et de sécurité qui oblige ses alliés à garantir sa protection. Ça la rend indispensable sur l'échiquier mondial. Et de mon côté, j'aborde cette même réalité sous un angle diamétralement opposé. Je suis convaincu que cette centralité internationale absolue a créé une surface d'attaque littéralement ingérable. Elle expose un État qui est déjà institutionnellement fragmenté à l'espionnage, au sabotage et au chantage économique de la part de puissances étatiques révisionnistes. En fin de compte, ça menace ce qu'on appelle son centre de gravité morale et politique. Comprendre que l'intégration institutionnelle et économique de la Belgique n'est pas le fruit du hasard. C'est le triomphe absolu du modèle multilatéral. Regardons simplement les faits sur le terrain. Pour un pays de cette taille, réussir à maintenir un réseau de 116 postes diplomatiques à travers le monde, c'est tout simplement exceptionnel. C'est vrai que le réseau est vaste. Absolument. La Belgique est membre fondatrice de l'ONU, de l'Union européenne, de l'OTAN. Elle ne fait pas que participer aux réunions sur la gouvernance mondiale, c'est carrément chez elle que les réunions se tiennent. Et elle va bien au-delà de la politique. La Belgique contrôle véritablement la tuyauterie de la finance mondiale. C'est le siège d'Euroclear et de SWIFT. En plus, elle a su développer un leadership industriel dans des secteurs à très haute valeur ajoutée. Comme la chimie, par exemple? Oui. La chimie, la biopharmacie, elle est le deuxième exportateur européen hors UE dans ces domaines. Dans un monde régi par les rapports de force, cette hyper-intégration rend la Belgique intouchable. Ses alliés ne peuvent tout simplement pas se permettre que ce réseau s'effondre. Sa puissance est précisément d'être le nœud vital de tout l'Occident. Je comprends très bien l'attrait de cette vision. C'est le récit officiel et il est séduisant. Mais je viens à ce sujet avec une lecture différente des mécaniques de menaces actuelles. Le problème, au fond, c'est que la guerre moderne, la guerre hybride, celle qui opère habilement juste sous le seuil d'un conflit armé conventionnel, elle est conçue spécifiquement pour cibler ces nœuds de connexion. Donc l'avantage se retourne contre eux?
Exactement. L'avantage d'être le centre du monde devient un vrai cauchemar de sécurité nationale. Prends la ville de Bruxelles. Avec ses 7 673 diplomates et jusqu'à 25 000 lobbyistes qui gravitent constamment autour des institutions, la capitale offre le camouflage parfait. C'est devenu le terrain de jeu le plus dense d'Europe pour les services de renseignement étrangers, russes et chinois en tête. Et la vulnérabilité est partout. De l'infrastructure au numérique, tu veux dire? Ouais, ça va des câbles de télécommunications au fond de la mer du Nord jusqu'aux serveurs qui gèrent des pétaoctets de données financières. Ce que l'hyperintégration menace vraiment, c'est la confiance de la population belge envers ses propres institutions, sans même qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Je vois la logique de ton argument sur la vulnérabilité des nœuds, mais examinons comment ça fonctionne réellement dans la pratique. Prenons notre premier grand point de friction, l'infrastructure financière mondiale. Tu parles de vulnérabilité, mais si on regarde Swift et Euroclear, c'est exactement l'inverse. Ah oui? Ben oui. Ces institutions fonctionnent comme le système cardiovasculaire de l'économie mondiale, et la Belgique en est le cœur intouchable. Il faut savoir que la Banque nationale de Belgique exerce la surveillance principale sur ces entités. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça donne à l'État belge un droit de regard, une influence monumentale sur les transactions interbancaires à l'échelle planétaire. C'est genre l'arme économique ultime. Quand le monde libre veut faire respecter le droit international, c'est ce levier-là qu'il actionne. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la projection de puissance pure. C'est là que je décroche de ton analyse. Ce que tu décris comme un cœur intouchable, c'est, dans les faits, une exposition d'une dangerosité inouïe. Décortiquons Euroclear en instant. Comment ça fonctionne? C'est un dépositaire central. Ça veut dire que c'est l'entité qui détient et gère les titres et les espèces pour le compte des grandes institutions financières. Présentement, Euroclear se retrouve à immobiliser environ 185 milliards d'euros d'actifs qui appartiennent à la Banque centrale de Russie suite aux sanctions. 185 milliards. Et là, le G7 et l'Union européenne font une pression énorme sur la Belgique pour non seulement geler cet argent, mais le confisquer carrément pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Bien justement, le fait d'être capable d'immobiliser 185 milliards d'euros d'un pays agresseur, c'est la démonstration parfaite de ce que je dis. La Belgique permet à l'Occident de couper les vivres à la machine de guerre russe. C'est extrêmement efficace. Efficace à très court terme peut-être, mais parlons du mécanisme de fond, du pourquoi ça pose problème. La directrice d'Euroclear m'a d'ailleurs dit publiquement « toucher à ses actifs, c'est jouer avec le feu ». Pourquoi? Parce que l'ensemble du système financier mondial repose sur une seule chose, la confiance. Oui, la confiance des marchés. Exact. Confisquer les réserves souveraines d'un État, c'est l'équivalent de changer les serrures d'une banque pendant que tous les autres clients te regardent faire à travers la vitrine. Le message envoyé aux nations du Sud global, aux pays des BRICS comme l'Inde ou le Brésil, est limpide. Vos réserves de change ne sont plus en sécurité dans les institutions occidentales. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, on peut vous les prendre. La conséquence mécanique de ça, c'est un risque de fuite massive des capitaux hors de l'Europe. Et les répercussions se font déjà sentir. Absolument, les représailles sont tangibles. Les entreprises belges qui opèrent encore en Russie sont ciblées. On les oblige présentement à vendre leurs actifs avec une décote punitive de 50 % ou on saisit carrément leurs usines. Ce n'est pas de la projection de puissance, c'est exposer toute son économie réelle aux rétorsions d'une puissance hostile. C'est un point valide sur la confiance des marchés, je te l'accorde, et l'analogie de la banque est frappante. Bien sûr qu'il y a un coût économique à imposer des sanctions, mais il faut regarder l'alternative. Si on prend le cas de SWIFT, qui, rappelons-le, est le système de messagerie sécurisé que les banques utilisent pour se donner l'ordre de transférer des fonds, bien, le fait qu'on puisse déconnecter des banques russes ou iraniennes de ce système, c'est d'une efficacité chirurgicale. C'est chirurgical, oui, mais... Du jour au lendemain, tu ne peux plus faire d'affaires à l'international. L'utilisation de SWIFT comme outil de sanction a isolé l'économie de puissance agressive sans avoir à déployer un seul soldat sur le terrain. Cette capacité de coercition pacifique, seule la position hyper intégrée de la Belgique la rend possible. Mais déconnecter un adversaire de SWIFT, c'est aussi lui donner la raison et la motivation de détruire SWIFT. C'est là que l'argument diplomatique se heurte au mur de la cybersécurité et de l'espionnage. Quand la Belgique accepte de transformer son infrastructure civile en arme géopolitique, elle fait peindre une cible géante sur son propre territoire. Et c'est extrêmement problématique parce que l'appareil d'État belge, pour des raisons historiques et institutionnelles, il est hautement fragmenté.
Tu parles des régions et du fédéral. Oui, le fédéralisme belge est d'une complexité inouïe. Là. Les compétences sont divisées entre un niveau fédéral, les régions comme la Flandre et la Wallonie, et les communautés. Conséquence, l'information circule mal. Regarde la France, mettons, eux, ils ont le SIS, le service de l'information stratégique et de la sécurité économique. C'est centralisé, ça protège le tissu économique de haut en bas. En Belgique, face à une attaque hybride ou à de l'ingérence, la réponse est complètement éclatée. On l'a bien vu avec l'opération Voice of Europe, où un réseau d'influence étrangère a tranquillement financé et manipulé des élus en plein cœur de Bruxelles. Oui, mais l'ingérence politique, on en voit à Washington, à Londres, à Paris. C'est la réalité des grandes démocraties, ce n'est pas exclusif à la fragmentation belge. Ce n'est pas exclusif, non, mais c'est amplifié par cette fragmentation. Et si tu veux un exemple de la gravité de la situation, parlons de l'affaire Barracuda. C'est documenté dans nos sources. On parle de la Sûreté de l'État belge, la VSSE, le propre service de renseignement du pays. Là. En 2021 et 2023, des pirates informatiques affiliés à l'État chinois ont réussi à siphonner, écoute bien, 10 % des courriels externes de la VSSE pendant 2 ans. Attends, 10 % des courriels de l'agence de renseignement elle-même. Exact. Mais comment un service de contre-espionnage peut se faire pirater aussi massivement sans s'en rendre compte pendant tout ce temps? Bien, c'est ça l'affaire. Ils n'ont pas attaqué l'agence de front. Ils ont utilisé ce qu'on appelle une vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les pirates ont exploité une faille dans le logiciel Barracuda, qui est une passerelle de sécurité de courriel, un produit tiers utilisé par l'agence. Ils sont rentrés par la porte de service numérique. C'est la preuve implacable que l'État, même dans ses fonctions régaliennes les plus sensibles, est structurellement poreux face à des cybermenaces transnationales hyper sophistiquées. D'accord. L'affaire Barracuda est un choc. C'est indéniable. C'est le genre de réveil brutal dont on se passerait bien. Mais ta lecture est un peu fataliste parce qu'elle occulte la capacité de l'État de droit à s'adapter et à s'adapter vite. Ce piratage a agi comme un véritable électrochoc. C'est important d'expliquer comment la Belgique a réagi. Historiquement, le Code pénal belge était complètement désuet sur ces questions. C'est le moins qu'on puisse dire. L'espionnage n'était vraiment punissable que s'il concernait des secrets strictement militaires ou en temps de guerre. Si tu attrapais un espion russe en train de voler des secrets industriels en temps de paix, les outils juridiques étaient extrêmement faibles. Mais en avril 2024, il y a eu une réforme historique du Code pénal. Aujourd'hui, la Belgique a formellement criminalisé l'ingérence étrangère et l'espionnage économique en temps de paix. C'est un changement de paradigme fondamental. On peut enfin poursuivre et neutraliser ces agents clandestins avec toute la force de la loi. Je ne dis pas que la loi est inutile, mais il faut être réaliste quant à la nature de la menace. Un nouveau code pénal, ouais, ça peut intimider un agent de liaison diplomatique qui opère physiquement à Bruxelles, mais ça n'a absolument aucun effet dissuasif sur un groupe de hackers commandité par l'État chinois assis devant ses écrans à Pékin. La loi ne bloque pas les attaques informatiques. C'est pour ça que la loi n'est qu'un morceau du casse-tête. La réponse est aussi technique et structurelle. Le pays a déployé sa stratégie cybersécurité 2.0. Le Centre pour la cybersécurité Belgique a mis en place un réseau d'alerte précoce. L'idée, c'est de contourner la fameuse fragmentation institutionnelle dont tu parlais en créant des canaux où l'information sur les menaces circule en temps réel entre le public et le privé. Et on doit aussi mentionner la nouvelle loi CER sur la résilience des entités critiques. C'est une législation qui vient forcer les opérateurs d'infrastructures vitales, les banques, les hôpitaux, les transports, à adopter des normes de sécurité drastiques sous peine de sanctions. Donc, cette vulnérabilité initiale que tu pointes, elle sert présentement de catalyseur pour bâtir un bouclier juridique et technologique qui va devenir une référence en Europe. Sur papier, le bouclier a fière allure. Mais descendons d'un cran. Sortons des ministères et regardons l'économie réelle, l'infrastructure physique. Parce que c'est là que la théorie de l'hyperintégration s'effondre face à la réalité de la chaîne de valeur. Tu as mentionné plus tôt que la Belgique était un champion de la chimie et de la biopharmacie. C'est vrai, ce secteur représente 36 % des investissements industriels du pays. Mais as-tu regardé comment ça fonctionne concrètement? En termes d'approvisionnement? Oui. Ces industries de pointe dépendent à 100 % de l'importation de terres rares. Et pour des ressources critiques comme le lithium ou le cobalt, qui font tourner nos technologies vertes et numériques, plus de 80 % du raffinage mondial est contrôlé par la Chine.
Donc, ton fleuron industriel dépend entièrement de chaînes d'approvisionnement que tes rivaux géopolitiques peuvent couper du jour au lendemain. C'est un fait, mais soyons clairs, l'autonomie stratégique totale, le fait de tout produire et de tout miner sur son propre territoire, c'est une pure illusion au 21e siècle. Que tu sois la Belgique, le Canada ou même les États-Unis, aucun État n'a cette capacité. Ce que la Belgique démontre en étant la biotech vallée de l'Europe, c'est que son modèle d'hyperconnexion compense le manque de ressources naturelles. Compense, oui, mais à quel prix? Sa prospérité. L'interdépendance, ce n'est pas un talent d'Achille, c'est un gage de stabilité, parce que tout le monde a intérêt à ce que le système continue de tourner. Sauf qu'un acteur révisionniste décide qu'il a intérêt à faire dérailler le système par la violence hybride. Regardons la géographie physique de la Belgique. La mer du Nord, c'est l'une des zones maritimes les plus stratégiques au monde. Au fond de l'eau, on y trouve les peines dorsales de cette fameuse mondialisation, les câbles sous-marins. Ces artères invisibles transportent 99% du trafic Internet intercontinental et fournissent 17% de l'électricité belge grâce à l'éolien offshore. C'est une concentration massive, effectivement. Et aujourd'hui, il est devenu effroyablement simple pour un acteur hostile de saboter ça. Mettons qu'un prétendu navire de recherche océanographique russe navigue dans la zone. Il perd accidentellement son ancre, la traîne sur le fond marin et sectionne un câble majeur. C'est du sabotage pur, avec la possibilité de nier l'effet de manière très plausible. Si ça arrive, ton marché financier est aveuglé, tes communications militaires sont coupées et une partie de ton réseau électrique tombe. Et c'est un scénario pris très au sérieux, ce n'est pas de la science-fiction. Mais c'est là encore que le multilatéralisme vient au secours de la petite nation. Face à la menace sous-marine, la Belgique ne joue pas cavalier seule. Elle a signé le pacte de sécurité pour la mer du Nord avec 5 autres pays européens limitrophes. Et concrètement, t'as affaire sûre. Et ça ne se résume pas à de grandes déclarations politiques. On parle d'investir dans le partage de renseignements militaires en temps réel au sein de l'OTAN, d'intégrer des flottes de drones de surveillance sous-marine et même d'installer des boucliers acoustiques pour détecter les navires au comportement suspect. C'est ça la force de l'Alliance. La vulnérabilité physique que représente l'infrastructure en mer du Nord, elle est couverte par un parapluie de dissuasion et de détection collective que la Belgique n'aurait jamais pu financer toute seule. C'est bien de protéger les pines dorsales, mais la menace s'est déjà déplacée vers les capillaires. Ce que les gouvernements peinent à saisir, c'est la profondeur de la fragilité de l'écosystème industriel. Parlons d'un concept crucial, la hasardisation des systèmes industriels, les systèmes SCADA. OK, explique un peu ça pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Mettons que tu as une usine d'assemblage ou de traitement de l'eau. Le SCADA, c'est le cerveau numérique, le logiciel qui permet à l'opérateur de contrôler l'ouverture d'une valve physique ou la température d'une cuve. Ce sont des systèmes qui, historiquement, n'étaient pas connectés à Internet. Aujourd'hui, on numérise tout pour être plus performant. Mais en connectant ces systèmes industriels, des composants inoffensifs deviennent des cibles. Un pirate peut prendre le contrôle à distance et provoquer des dommages physiques réels, comme faire surchauffer une machine. Et le vecteur d'infection pour atteindre ces gros systèmes industriels, ce n'est pas en attaquant la multinationale de front. C'est en ciblant les PME, les petites et moyennes entreprises qui agissent comme sous-traitants. Donc, on attaque le fournisseur le plus faible pour remonter jusqu'à la cible principale. Exactement. Imagine un géant belge de la biotechnologie qui investit des millions dans ses parfums informatiques. Mais cette entreprise a besoin qu'une petite compagnie locale d'air climatisé entretienne les systèmes de refroidissement de ses laboratoires. Les pirates envoient un simple courriel d'hameçonnage à un employé de la compagnie d'air climatisé, volent ses identifiants et utilisent son accès distant légitime pour s'infiltrer dans le réseau de la grande compagnie de biotechnologie. C'est ça la symétrie de la menace. Et les chiffres de la cybersécurité en Belgique sont glaçants. Près de 6 PME sur 10 ne savent même pas si elles sont soumises à la nouvelle directive européenne NIS2. La directive NIS2, c'est bien la réglementation européenne qui oblige les entreprises critiques et leurs fournisseurs à auditer leur cybersécurité, à signaler les incidents sous 24 heures et à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement sous peine de lourdes amendes, c'est ça? C'est ça. Sauf que les PME n'ont souvent ni le personnel en TI, ni les budgets pour se conformer à ça. Elles n'ont pas la culture de la sécurité informatique. Et si ce maillon faible cède, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur hyper intégrée qui s'écroule.
Tu peux avoir toutes les alliances de l'OTAN que tu veux. Si ton fournisseur de pièces critiques est paralysé par un rançongiciel, ton économie s'arrête. Je t'accorde volontairement que la mise à niveau des PME est un angle mort majeur qui demande des ressources immenses. Mais pour synthétiser ma position, je ramène l'enjeu à notre point de départ. Si on prend un peu de recul, l'intégration internationale de la Belgique, malgré la panoplie de défis asymétriques qu'elle attire indéniablement, mais elle demeure le socle absolu de son pouvoir. Si on enlevait Euroclear, si on retirait SWIFT, si on sortait les institutions européennes de Bruxelles, la Belgique serait reléguée au rang de simple spectatrice des grandes relations internationales. Elle serait moins influente, c'est certain. Présentement, son modèle garantit que sa sécurité nationale est fusionnée avec la sécurité de tout l'espace euro-atlantique. Si on s'en prend à l'infrastructure belge, on s'en prend à l'Occident. C'est la forme de dissuasion la plus aboutie qu'un petit État puisse espérer. Les ajustements législatifs qu'on a évoqués prouvent qu'elle est capable de passer d'une posture naïve et passive à une défense beaucoup plus dynamique. Et en guise de conclusion de mon côté, je te dirais que tu décris avec précision les barreaux dorés de la cage dans laquelle la Belgique s'est enfermée. L'hyper-intégration a indéniablement donné de la voix au pays sur la scène internationale, mais au prix d'en faire l'épicentre des vulnérabilités hybrides mondiales. On a changé de paradigme. On ne craint plus de voir des divisions de chars massées aux frontières géographiques. On subit plutôt des assauts quotidiens et invisibles sur le fonctionnement même de la société. C'est une nouvelle réalité de terrain. Oui, on parle de la sécurisation des réserves d'eau potable, qui sont d'ailleurs désormais classées comme infrastructures critiques, et avec raison. On parle de la stabilité financière chancelante liée au gel des avoirs russes et du vol industriel par le cyberespionnage continu. Ce sont les citoyens et les entreprises belges qui portent le fardeau de ces asymétries monumentales, des forces qui échappent désormais à la capacité de contrôle souverain d'un seul État. Au terme de cet échange, je crois qu'on converge minimalement sur une conclusion incontournable. L'époque de la sécurité passive est révolue pour de bon. Qu'on perçoive la position de la Belgique comme une arme diplomatique redoutable ou comme une faiblesse structurelle fatale, le statu quo n'est plus viable. Tout à fait. C'est clair qu'il y a une urgence existentielle à développer à l'échelle de toute la société, une culture de la vigilance. Et ça ne peut pas s'arrêter aux portes des ministères. Ça doit percoler jusqu'à la PME de quartier qui fourmille le gouvernement. Il va falloir surmonter l'inertie de la fragmentation étatique pour agir en bloc. C'est un défi colossal, mais la survie d'un modèle interconnecté en dépend. Nous ne trancherons pas définitivement aujourd'hui si ce château ouvert aux 80 est un coup de génie stratégique ou une citadelle de verre. Nos sources documentaires sur l'intelligence économique et la sécurité des réseaux regorgent de données que nous vous invitons fortement à explorer pour approfondir votre compréhension de ces dynamiques. Les années à venir vont nous montrer à quelle vitesse les sociétés ultra connectées sont capables de s'adapter aux menaces furtives. Absolument. Autrefois, la chute d'un château se constatait à la taille de la brèche dans le mur d'enceinte. Aujourd'hui, la brèche est invisible. Elle peut se cacher dans une ligne de code d'un sous-traitant, dans un câble sectionné à 200 mètres de profondeur dans la mer du Nord ou dans une décision juridique de la finance mondiale. C'est au final le prix fascinant mais immensément périlleux de notre hyperconnexion. À vous de peser ces perspectives et de forger votre propre conclusion. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse et à très bientôt. C'est quand même fou quand on y pense. Imaginons qu'en ce moment, l'une des plus grandes menaces pour la sécurité européenne ne vient pas du tout d'une armée de chars d'assaut à une frontière. Non, ça serait trop visible. Exact. Imaginons que ça vient plutôt d'un simple serveur de courriel qui s'est fait pirater dans un bureau ordinaire de Bruxelles, ou bien d'une poignée de navires de recherche russes qui traînent genre un peu trop longtemps au-dessus des câbles sous-marins en mer du Nord. C'est un scénario qui donne des soirs froides, ça c'est certain. Vraiment. Fait que pour se le représenter, c'est comme habiter dans le quartier le plus prestigieux de la ville. On a une belle maison, l'économie roule à fond, puis historiquement, on a toujours laissé la porte d'en avant grande ouverte. Parce que les commerces et les visiteurs, c'est ça qui fait notre richesse. Oui, exactement. Mais soudainement, on réalise que des intrus invisibles se promènent sur le terrain. Ils cassent pas de fenêtre. Ils testent juste les serrures électroniques, ils interceptent un courrier, puis ils évaluent discrètement les objets de valeur dans le salon pour plus tard. J'aime beaucoup cette analogie-là. Et la maison dont on parle, c'est la Belgique. C'est pas n'importe quel pays. C'est le siège de l'OTAN, le cœur institutionnel de l'Union européenne et un immense carrefour logistique mondial.
Fait que c'est pour ça qu'on fait cette grande immersion aujourd'hui. On plonge dans une véritable montagne de documents. On a épluché la stratégie de sécurité nationale belge de 2021, des rapports très pointus des services de renseignement, la Sûreté de l'État, qu'on appelle la VSSE, et le renseignement militaire, le SGRS. Ouais, des lectures assez denses. Très dense. On a aussi des analyses sur le port d'Anvers, sur des piliers financiers ultra complexes comme Euroclear, puis on a même des comparaisons avec les modèles de défense scandinaves. Tout un programme. C'est clair. Fait que notre mission pour cette analyse, c'est de comprendre comment la Belgique essaie de se défendre face à ces nouvelles guerres de l'ombre, ce qu'on appelle les guerres économiques et hybrides. Et juste une petite parenthèse importante avant de sauter dans le vif du sujet. Les documents qu'on a analysés pointent souvent du doigt les actions de puissances étrangères, comme la Russie ou la Chine. Oui, c'est important de le préciser. Absolument. Notre but ici, c'est pas du tout de prendre position ou de faire de la politique. On est vraiment là pour décortiquer les faits, les tactiques et les évaluations stratégiques telles que les experts en renseignement les présentent. Dans ces sources officielles, on rapporte ce qui est écrit, tout simplement. Parfaitement résumé. Gardons vraiment le cap sur la mécanique des choses. Et pour comprendre comment la Belgique subit tout ça, je pense qu'il faut d'abord comprendre pourquoi son ADN même la rend si vulnérable. C'est le cœur du problème, oui. Historiquement, le pays a fait un choix conscient qui, semblait brillant à l'époque. Ils ont décidé d'abandonner une part de leur souveraineté absolue. Il faut dire que c'est une stratégie qui a été le moteur de sa prospérité pendant super longtemps. Si on recule au 19e siècle, la Belgique est un des premiers pays à s'engager à fond dans le libre-échange. C'était une question de survie économique. Ben oui, ils avaient une production industrielle gigantesque, mais un marché intérieur beaucoup trop petit, fait qu'ils devaient exporter. Ensuite, dans les années 1950, avec des politiciens comme Paul-Henri Spaak, cette logique-là est devenue une vraie stratégie de survie politique. La fameuse approche supranationale. Exact. L'idée de Spaak, c'était que pour un petit pays entouré de géants, des géants qui venaient se faire la guerre 2 fois en 30 ans, bâtir une Europe unie, ça offrait une bien meilleure protection que de s'enfermer derrière des murs. Fait que la logique, c'est si on fait du commerce ensemble, on va pas se tirer dessus. C'est exactement ça. Mais là, quand on lit les documents récents, on voit que ce modèle d'ouverture totale frappe un mur avec la réalité géopolitique d'aujourd'hui. Un gros mur même. C'est là qu'intervient la fameuse stratégie de sécurité nationale de 2021. Les sources insistent, c'est une rupture monumentale. Pour la première fois, la Belgique liste 6 intérêts vitaux qu'elle doit protéger activement. Et la prospérité économique et les infrastructures critiques en font partie. Ouais. Fait qu'on fait plus juste aveuglément confiance au marché. C'est un vrai changement de paradigme. On passe de l'ère où le commerce amène la paix à une ère où le commerce est littéralement militarisé. Mais là, moi, j'ai un problème avec ça. C'est super paradoxal. Si le libre-échange a fait la richesse du pays, et c'est de devenir une, et je cite, forteresse résiliente, est-ce que ça risque pas de détruire la recette même de leur succès? C'est le grand dilemme. On peut pas être le plus grand marché ouvert d'Europe puis un coffre-fort fermé en même temps. C'est sûr que le défi est énorme. Mais ce qui a changé, c'est pas tellement que la Belgique veut plus faire de commerce. C'est la nature de la mondialisation qui a changé. Comment ça? Aujourd'hui, l'énergie, les puces électroniques, les données, les câbles sous-marins, plus rien de tout ça n'est neutre politiquement. La dépendance, c'est devenu une arme redoutable. Les experts dans les rapports parlent de l'asymétrie de l'ouverture. Attends, l'asymétrie de l'ouverture, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des pays avec des régimes autoritaires profitent de notre système ouvert pour investir chez nous. Ils rachètent nos technologies ou prennent des parts dans nos infrastructures. Mais de notre côté, on n'a absolument pas le même accès à leur marché. Ah, je vois. Le terrain de jeu n'est pas égal du tout. Pas en tout. L'économie mondiale est devenue un champ de bataille. Mettons que tu laisses un port ou un réseau 5G sans surveillance. C'est plus juste un investissement étranger normal. Ça devient une porte d'entrée pour de l'espionnage ou pire, du chantage stratégique en cas de crise. Fait que ça nous amène directement aux menaces hybrides. J'aimerais vraiment qu'on creuse ça parce qu'on parle de guerre, mais tu sais, comme on disait, il n'y a pas de soldats dans les rues de Bruxelles. La guerre hybride, c'est l'art de jouer dans la zone grise. On efface carrément la ligne entre la paix et la guerre, entre le civil et le militaire. Le but, c'est de rester en dessous du radar. Exactement. Le but de l'attaquant, c'est de faire assez de dégâts pour déstabiliser, mais en restant toujours juste en dessous du seuil qui forcerait une vraie riposte militaire. Ça fait penser à l'article 5 de l'OTAN, le principe de défense collective, le fameux « un pour tous, tous pour un ». C'est en plein ça. Tu sais, si un char ennemi traverse une frontière, tout le monde réplique.
Mais si un sauveur plante en Belgique, on va pas déclencher la Troisième Guerre mondiale. Non, et les attaquants le savent très bien. C'est la mort par 1000 coupures. Et pour s'assurer de jamais franchir ce seuil de l'article 5, ils utilisent beaucoup le concept du déni plausible, le plausible deniability. C'est-à-dire faire la job par des intermédiaires? Voilà, au lieu d'envoyer un navire de la marine couper un câble, tu envoies un navire de recherche océanographique qui a l'air inoffensif. Ou un bateau de pêche? Pratique. Très pratique. Ou bien, au lieu d'utiliser l'armée pour pirater une banque, tu laisses des cybercriminels faire le sale boulot. L'État ferme les yeux tant que les cibles sont en Occident. Et s'ils se font prendre, là... L'État lève les bras au ciel et dit « Ah, ben non, on n'a rien à voir là-dedans, ce sont juste des criminels indépendants. » C'est fou. D'ailleurs, les rapports donnent des exemples concrets de cette fameuse zone grise, puis ça donne un peu froid dans le dos. Ah ouais, la liste est longue. Mettons, à l'automne 2025, il y a eu une vague soudaine de drones repérés au-dessus des aéroports et des centrales nucléaires belges. Juste assez pour tester les réactions. Oui. Puis après, il y a la mer du Nord. Les sources décrivent une présence constante de navires russes qui naviguent, disons, très bizarrement près des câbles sous-marins critiques. Ces câbles-là, c'est l'épine dorsale d'Internet. Exact. Ça transporte presque toutes les communications mondiales et les transactions financières. Fait qu'ils font quoi, ces navires-là, ou juste? Officiellement, ils pêchent ou ils font de la science. Mais les services de renseignement sont catégoriques. Ils cartographient les fonds marins. Ils cherchent les points faibles, là où les câbles se croisent ou émergent. C'est du repérage pour un futur sabotage? C'est du repérage tactique, oui, mais c'est aussi un gros message diplomatique. C'est une façon de dire « on sait exactement où sont vos artères vitales ». Super rassurant. Et pendant qu'il teste l'espace physique, l'espace numérique, lui, il se fait carrément envahir. On doit absolument parler de l'affaire Barracuda. Ah, ça, c'est un cas d'école. Quand j'ai lu ça dans les documents, je n'en revenais pas. On parle pas d'une petite municipalité qui se fait pirater, là. On parle de la Sûreté de l'État, la VSS belge. Leur propre service secret. Oui. Les rapports disent qu'entre 2021 et 2023, des pirates liés à la Chine ont siphonné près de 10 % des courriels externes du service. Comment des hackers peuvent infiltrer le service d'espionnage d'un pays entier pendant 2 ans sans que personne le voie? Ça montre à quel point les attaques sont devenues sophistiquées. Barracuda, en fait, c'est le nom de la compagnie qui gérait les passerelles de sécurité des courriels de la VSSE. Fait que c'est la porte d'entrée qui était supposée bloquer les virus. C'est ça. Au lieu d'attaquer la VSSE de front, les hackers ont trouvé une faille inconnue, un zero day, directement dans le logiciel de sécurité de Barracuda. Fait que le chien de garde était le cheval de Troie. Absolument. Ils se sont glissés par cette petite fissure-là et ont installé un code malveillant invisible. Puis une fois en dedans, ils n'ont rien cassé, ils n'ont pas demandé de rançon. Ils ont juste écouté. Ils ont observé le trafic et copié les courriels en silence pendant des mois. Tu sais, dans une guerre hybride, l'information, c'est la munition ultime. Avoir accès aux courriels de la Sûreté de l'État, ça te permet de savoir quelles enquêtes sont en cours, de voir le réseau de contact des agents. C'est un désastre pour le contre-espionnage. C'est inestimable comme vol. Mais tu sais, ces attaques-là, c'est spectaculaire, ça fait les manchettes. Mais selon les analyses qu'on a lues, le vrai nerf de la guerre hybride, ça frappe l'économie de tous les jours. Oui, la logistique et les finances. Prenons le port d'Anvers-Bruges, par exemple. 2e plus grand port d'Europe. C'est un monstre. Et c'est pas juste des containers, c'est le plus grand complexe chimique d'Europe. Les sources précisent que 15 % du marché gazier européen y transite. Fait que si tu lances une cyberattaque bien placée sur leur système automatisé, ou si tu fais du chantage énergétique... Tu paralyses pas juste Anvers. Non, tu mets à genoux toute la chaîne de production européenne, de l'automobile en Allemagne jusqu'aux médicaments. C'est effrayant. C'est d'ailleurs pour ça que la Belgique a serré la vis dernièrement. Depuis 2023, ils ont un mécanisme de filtrage des investissements étrangers, les IDE. Comment ça marche en pratique, filtrer les investissements? Avant, n'importe qui pouvait acheter une compagnie belge sans trop de questions. Maintenant, si une entreprise étrangère veut acheter des parts dans un secteur sensible, comme la biopharmacie... Et la Belgique est le 10e exportateur mondial là-dedans, c'est pas rien. Exact. L'État a le pouvoir de bloquer la vente pour protéger ses technologies. Mais s'ils utilisent des sociétés écrans, mettons une petite firme aux îles Caïmans. C'est là que le comité de filtrage entre en jeu. Ils doivent remonter la chaîne de propriétaires. S'ils découvrent que la petite firme est secrètement gérée par un État rival, ils bloquent tout. Le but, c'est d'empêcher que notre propre innovation soit rachetée légalement pour être utilisée contre nous. C'est intelligent. Mais parfois, on dirait que la Belgique est victime de sa propre importance. Et ça m'amène au dossier qui m'a le plus jeté à terre dans toutes nos sources.
Euroclear. Ah, le dossier Euroclear, c'est d'une complexité fascinante. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas des experts en haute finance, c'est quoi au juste Euroclear? Pour faire vraiment simple, c'est comme le grand notaire de la finance mondiale. C'est basé à Bruxelles, ils font pas de prêts comme une banque. Ils s'occupent de sécuriser les transactions. Quand une banque vend des actions à une autre, Euroclear s'assure que l'argent et les titres s'échangent correctement. Ils gardent les actifs dans le fond? Oui, tout repose sur une confiance absolue en leur système. Mais là, ce fameux notaire s'est retrouvé en plein milieu d'une tempête géopolitique sans précédent. À cause des sanctions suite à la guerre en Ukraine, Euroclear a bloqué environ 185 milliards d'euros qui appartiennent à la Banque centrale de Russie. C'est une somme faramineuse. Et là, l'argument moral de l'Occident il est simple, hein? On devrait juste saisir cet argent et le donner à l'Ukraine pour l'aider. Mais les rapports décrivent ça comme un piège monumental pour la Belgique. Pourquoi? Parce que si l'Europe décide de confisquer cet argent unilatéralement, la réputation du notaire s'effondre. Le risque est complètement systémique. Qu'est-ce qui arriverait à moi? Ben, les pays du Sud global, les nations non occidentales, ils vont regarder ça puis ils vont se dire « Attends, si j'ai un problème diplomatique avec l'Europe demain, ils pourraient saisir mes milliards à moi aussi. » Ah ouais, la confiance serait brisée. Fait que la réaction logique, ça serait de retirer tout leur argent du système européen pour le cacher en Asie ou ailleurs. Ça créerait une fuite de capitaux mondiale qui pourrait faire mal à l'euro. Et en plus, les documents mentionnent des représailles directes de la Russie. Les entreprises belges qui sont encore là-bas se font extorquer. L'État russe les force à vendre leurs actifs locaux à des oligarques avec des rabais de 50 %. C'est littéralement du vol autorisé. C'est une pression énorme sur le gouvernement belge. Fait que face à tout ça, est-ce que l'État belge tient le coup ou est-ce que le système craque? Il y a du bon et du moins bon. Du côté positif, il y a le Centre pour la cybersécurité Belgique, le CCB. Ils sont très proactifs. Ils envoient ce qu'ils appellent des spear warnings. Des alertes ciblées. Oui, dès qu'ils voient qu'une entreprise se fait scanner par des hackers d'État, ils la préviennent. Puis ils ont aussi un outil assez impressionnant, le Red Button, pour les infrastructures critiques. Le fameux bouton rouge. J'imagine que c'est pas un vrai bouton physique sur un bureau? Non, malheureusement pour l'aspect dramatique, c'est un protocole logiciel. Mais c'est puissant. Si une attaque massive pour bloquer les serveurs d'un hôpital survient, le CCB collabore avec les fournisseurs Internet. Pour faire quoi? Pour bivier instantanément tout le trafic malveillant vers une sorte de trou noir numérique. Fait que seul le vrai trafic continue de passer. Ah, c'est brillant, ça. Puis du côté de la sûreté de l'État, après le piratage Barracuda, ils ont réagi? Oui, ils ont durci le ton. Ils veulent plus juste faire de la surveillance, ils parlent de créer un environnement opérationnel hostile. C'est-à-dire? Si un espion sous couverture diplomatique essaie d'approcher un ingénieur belge, la VSSE va se faire un plaisir de lui montrer qu'il est suivi. Ils vont saboter ses opérations en lui mettant de la pression constante. Intéressant. Il y a aussi la nouvelle directive européenne, NIS2, dont parlent les rapports. Ça, c'est un gros morceau. C'est une loi qui oblige toutes les entreprises critiques, les hôpitaux, les transports, l'énergie, à prouver qu'elles ont une cybersécurité de pointe. C'est plus juste une suggestion, là. Exactement là qu'on frappe le gros paradoxe de toute cette analyse. Lequel? Ben, c'est la propre sûreté de l'État, avec tous 6 millions, s'est fait avoir pendant 2 ans. Comment une PME de 50 employés en Wallonie, qui fabrique des pièces pour des sous-marins, est censée se défendre contre l'armée chinoise? C'est le nœud du problème. Les chiffres dans les rapports sont clairs. 95,3 % des grandes entreprises sont prêtes, mais pour les PME, c'est juste 34,5 %. Le fossé est gigantesque. Et les hackers le savent. Ils vont pas attaquer la banque de front. Ils vont passer par le petit sous-traitant vulnérable pour s'infiltrer. Puis l'autre grande faiblesse qu'on lit dans les documents, c'est la structure même de la Belgique. Ah oui, le fameux millefeuille politique. Exactement. Le pouvoir est divisé entre fédéral, les régions, les communautés. Fait que s'il y a une attaque hybride complexe, la coordination est super lente. Il n'y a pas de tour de contrôle central pour gérer ça. Fait que si le bouclier est trop lent, puis que les PME sont des passoires, on fait quoi? C'est là que les rapports pointent vers d'autres modèles en Europe. Les Pays-Bas et la Scandinavie reviennent souvent comme exemple. Parlons des Pays-Bas d'abord. Eux, ils ont centralisé. Oui, ils ont créé l'unité de lutte contre les menaces hybrides, la CHU. Eux, ils mettent tout le monde à la même table, diplomates, espions, économistes, pour agir en temps réel. Mais le concept qui m'a vraiment jeté à terre, c'est celui de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. La défense totale. Le Total Defense. Ouais. Ça a l'air d'un concept de science-fiction, mais c'est leur réalité. C'est l'idée que toute la société est impliquée. C'est fascinant parce que ça change complètement la mentalité.
La sécurité, c'est plus juste la job des militaires. Le gouvernement envoie carrément des manuels aux citoyens pour leur montrer comment réagir aux crises ou repérer la désinformation. Et le privé participe aussi, hein? Oui, les entreprises privées s'entraînent avec l'armée. Le patron d'un supermarché sait exactement quoi faire si le réseau électrique lâche sous une cyberattaque. Il a des protocoles pour soutenir l'effort national. Fait que tout le monde, de l'ingénieur au prof, fait partie du bouclier. C'est un réflexe national. Fait que là, on a vu tout le portrait belge avec ses failles et ses solutions, mais la question que plein de gens doivent se poser, c'est pourquoi on s'en soucie si on n'était pas en Belgique? C'est l'effet domino. Faut pas oublier que la Belgique héberge le cerveau militaire de l'OTAN, le SHAPE. C'est vrai. Si le port d'Anvers est paralysé par des pirates au moment où l'OTAN doit bouger du matériel militaire d'urgence, ben c'est la défense de tout l'Occident qui est paralysée. C'est implacable comme logique. Si le cœur s'arrête, tout le corps lâche. Et ça m'amène à une dernière réflexion pour clore cette analyse. Il y a un petit détail à la fin d'un rapport qui ouvre une perspective assez terrifiante. Ah oui, la mention sur l'intelligence artificielle. Oui, on dit que l'OTAN a dû créer des équipes spéciales pour contrer la désinformation et les hypertrucages générés par l'IA. Les fameux deepfakes. Exact. Tu sais, on voit déjà à quel point nos gouvernements rament pour gérer des simples courriels frauduleux ou des bateaux de pêche louches. C'est déjà laborieux aujourd'hui. Fait qu'imaginons le jour où ces attaques hybrides seront plus gérées par des humains, mais automatisées par des IA, des algorithmes qui clonent la voix d'un PDG en temps réel pour voler des PME. Ou qui génèrent des milliers de fausses nouvelles ciblées pour chaque citoyen, à la seconde. Voilà. Ça va aller 1000 fois plus vite que n'importe quel comité gouvernemental. Fait que la question qu'on peut se poser en lisant tout ça, c'est est-ce qu'on est en train de bâtir avec énormément d'efforts les forteresses parfaites d'hier pour affronter les guerres algorithmiques de demain? C'est une excellente question. Et je pense que les stratèges n'ont pas encore la réponse. C'est clair qu'on n'a pas fini d'en parler. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse détaillée avec nous.